j'ai insisté sur la motivation, mais il y a aussi l'autre versant qui est toute la partie, le réseau de l'aversion, hein, le réseau de l'évitement, de l'aversion, qui va nous pousser par peur des conséquences négatives, à nous pousser à trop nous dépasser aussi et à nous épuiser. Vous parliez de l'ajustement du curseur entre le risque et la complexité, mais c'est vrai que, par exemple, je pense aux grands dispositifs de compliance qui ont été mis en place dans les entreprises, et je pense notamment à la loi antiterroriste 2017 qui a installé ces dispositifs de gestion du risque pour protéger la société de la malveillance terroriste, mais pas uniquement de la malveillance terroriste, de la malveillance financière. Donc parfois, c'est vrai que les dispositifs de protection s'empilent et ajoutent eux-mêmes à la complexité qu'ils sont censés adresser. On a une tolérance au risque qui s'est beaucoup, qui a beaucoup diminué. Donc à chaque fois qu'on progresse, eh bien, on va voir nos attentes progressent en même temps. Et donc on a une société qui est de plus en plus complexe et les réseaux de la peur, de l'anxiété, eux, réagissent toujours dans le même sens. Ils sont assez binaires, ils vont faire une évaluation et ils vont réagir de la même façon pour un danger physique au niveau des premiers humains, un danger avec un animal sauvage, que pour une anxiété de résultat pour une entreprise financière. Le système est le même, hein. Il fonctionne, simplement il va être plus sensible. On fonctionne uniquement sur un même axe entre risque et gestion du risque et gestion de la complexité, ou bien est-ce qu'une autre voie est possible pour aller sur un autre développement? Alors ça, c'est un autre intérêt, c'est intéressant parce que c'est un autre intérêt des neurosciences, c'est qu'elles nous apprennent qu'il n'y a pas de raisonnement linéaire. Il n'y a pas tous les réseaux sont en boucle. Donc il y a des autorégulations, chaque réseau va réguler son propre réseau, mais va aussi réguler les autres. Donc encore une fois, c'est une immense complexité. Et là, on a évoqué deux réseaux, les réseaux de la motivation et de la récompense, hein, qui sont les réseaux du désir et du plaisir. Et ça, au niveau de l'intelligence collective, c'est très important, on pourra en reparler. Mais on a aussi donc ce réseau de la peur qui nous permet de survivre, qui est vital, mais on a aussi un réseau qui va évaluer l'effort à fournir et qui va calculer l'effort par rapport à l'amélioration attendue. Et on a un réseau aussi de science qui va nous faire choisir telle information plutôt que telle autre. Telle information à traiter plutôt que telle autre. Et puis on a le réseau du mode par défaut qui lui va nous faire partir dans nos pensées, dans notre imaginaire et qui peut nous aider dans la créativité. Donc on a tous ces réseaux et tant d'autres. Et puis bien entendu le réseau de la mémoire aussi qui va interagir avec tout notre vécu et toute notre expérience, qu'elle soit de la petite enfance ou voire même transgénérationnelle, jusqu'aux 5 secondes qui viennent de passer avant qu'on prenne une décision. Donc tous ces réseaux interagissent. En fait, ces réseaux sont à la fois en compétition et en coopération. Donc moi, j'aime bien le terme coopétition parce que c'est les deux à la fois. Et donc, c'est une immense complexité et ça donne beaucoup d'humilité, justement. Et donc, on a une nécessité de faire un pas de côté pour voir un petit peu tout cela, pour se dire dans quelle direction j'ai envie d'orienter toute cette complexité. Donc finalement, avec les neurosciences, c'est comme avec la conscience de soi. C'est un chemin dont on ne voit pas le bout, un chemin infini, mais c'est un chemin dont on n'est qu'au début. Oui, alors effectivement, il y a probablement plus de choses qu'on ignore que de choses que l'on connaît, et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais surtout, moi, les neurosciences, je vois ça plutôt comme un guide, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas nous dire je dois choisir A plutôt que B. Par contre, c'est un guide sur les grandes fonctions et donc ça nous permet de comprendre où est-ce que l'on va et comment on fait pour y aller, quelle est la meilleure façon pour y aller. Donc ça donne à la fois de l'humilité, mais ça donne de la sérénité aussi, puisque on ne va pas
On ne va pas s'autocritiquer, se dévaluer. C'est un fonctionnement. Quand quelqu'un a du diabète ou de l'hypertension, il ne va pas se critiquer ou se dévaluer. C'est un fonctionnement qui est en dehors de sa conscience. Là aussi, la plupart des choses sont en dehors de notre conscience. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure estime de soi et de comprendre que ce sont des phénomènes physiologiques. Ils ont tous une fonction. Toutes les émotions, même les plus désagréables, ont une fonction. Donc, elles sont utiles. Et donc, ça nous permet d'avoir plus de sérénité, plus de recul et plus de sérénité sur ces manifestations désagréables et de mieux les gérer, puisque si on a du recul, eh ben, on va être moins perturbé, on va être moins débordé par ces émotions désagréables et ça permet de mieux les gérer. En fait, ça nous amène vraiment à suspendre notre jugement moral et ça peut aider pour ne pas se laisser embarquer dans des doctrines. Absolument. Et puis ne pas se laisser embarquer par des émotions incontrôlables aussi. Il y a un effet d'entraînement. Hein. Les ruminations sont plus que des émotions. Sont des pensées qui se greffent sur des émotions, qui vont générer de nouvelles émotions et de nouvelles pensées en boucle négatives. Et on va arriver à un débordement, à des pensées intrusives qu'on n'arrive plus à contrôler. Et donc ça permet le fait de connaître le comportement permet de faire ce pas de côté, de suspendre son jugement, de ne pas se juger soi-même aussi, donc d'avoir du recul sur les pensées négatives sur soi-même, puisqu'on a tous des pensées négatives à un moment donné quand on n'agit pas comme on aurait pensé agir, qu'on soit perfectionniste ou pas. Et donc ça nous permet de faire ce pas de côté. Et donc ce pas de côté, c'est quelque chose de fondamental, c'est le point de départ de toutes les bonnes stratégies. C'est bien pour ça qu'il faut un entraînement mental, comme vous dites, pour avoir la capacité à aller penser consciemment, peut-être même inconsciemment. C'est pour ça que ça nécessite cet entraînement mental pour adopter ces bons comportements qu'on aura appris de manière extrêmement peut-être laborieuse au départ, afin de pouvoir modifier nos comportements. Oui, alors là, vous faites bien de mentionner le rôle de l'effort, puisqu'il y a quand même, comme dans l'effort physique, j'en reviens toujours à cette comparaison, il y a un rôle de l'effort pour de la répétition, de la persévérance, pour consolider ces chemins neuronaux là, qui doivent se construire. Et donc l'effort a sa part, mais il y a aussi cette part de prise de conscience. Et dans ce domaine-là, il y a une discipline qui a été très étudiée par les neurosciences, c'est la méditation de pleine conscience. Donc il y a eu beaucoup de travaux dans ce domaine. Et donc là, on est vraiment dans le lien entre le subjectif, le ressenti, et les neurosciences. Là, on est allé quand même assez loin dans la connaissance, et ces connaissances sont vraiment intéressantes et nous permettent de comprendre comment on peut agir justement sur des choses qui nous paraissent en dehors de notre pouvoir. Alors qu'en fait, petit à petit, par la pratique, on va pouvoir prendre du recul sur nos pensées, sur nos inquiétudes et nos craintes, prendre du recul, les accepter et pouvoir les travailler. Et à force de les travailler, les chemins neuronaux qui se créent vont permettre d'avoir une meilleure régulation. Les structures qui évaluent les émotions et les structures qui contrôlent et qui régulent les émotions, contrôler c'est pas un bon terme, mais disons qui régulent les émotions, vont être plus actifs chez les gens qui ont un certain entraînement à la pleine conscience. Au bout de 8 semaines, on a déjà des changements anatomiques dans le cerveau. L'incarnation de nos pensées va se modifier, c'est très intéressant. On a vraiment du pouvoir sur notre cerveau simplement en choisissant une pratique pendant 8 semaines. Et chez les méditants qui ont des milliers d'heures, alors là, on a encore des régulations qui sont beaucoup plus fortes. On a vraiment des compétences qui ont été développées simplement par le choix d'une activité. Donc on a quand même un pouvoir qui est très important, et cette prise de conscience, ce pas de côté, cette suspension, enfin on peut l'appeler de différentes façons, mais c'est vraiment l'étape de base. La diversité, c'est ce qui aide à faire le pas de côté. Oui, alors se confronter à une diversité, effectivement, ça nous permet de voir que notre vision n'est pas la seule, et ça c'est vital.